Alassane Ouattara a été investi ce lundi 8 décembre 2025, président de la République de Côte d'Ivoire pour le second mandat de la Troisième République au palais présidentiel d'Abidjan. Conformément à l'article 58 alinéa 3 de la Constitution ivoirienne, le chef de l'État a prêté serment avant de présenter les grandes lignes de son programme pour les 5 prochaines années. Nous poursuivrons la construction d'une grande Côte d'Ivoire, audacieuse, productive, innovante, à travers notamment une économie tournée vers la transformation locale et la créativité de sa jeunesse et de sa culture. Des infrastructures énergétiques, numériques et de transport plus compétitifs. Une agriculture moderne et souveraine. Une industrie plus performante. Un secteur privé plus conquérant, avec des champions nationaux qui s'affirment davantage. Nous construirons une grande nation unie, solidaire et prospère. Une nation où chaque citoyen compte, où les femmes et les jeunes sont de véritables acteurs de développement. Ce mandat sera aussi celui de la transmission générationnelle. Membres du gouvernement, présidents d'institutions et élus locaux ont tenu à féliciter le chef de l'État. Tous saluent un programme qu'ils jugent porteur d'espoir et promis à un accueil favorable auprès des populations ivoiriennes. Dans son discours, le président a dit qu'il va relever de nouveaux défis. La restructuration de notre économie, c'est-à-dire la transformation de nos matières premières, l'accroissement des infrastructures routières et l'amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes. C'est des défis auxquels moi j'y suis pas attaché et je pourrais qu'encourager le président à réaliser ces derniers objectifs qu'il vient de fixer dans son discours. Il est le président de tous les Ivoiriens. Ça, c'est important. Cela veut dire que toute personne qui se réclame d'être Ivoirien vient de comprendre le message que le président, il est là pour tout le monde. Il n'est pas là pour une quelconque obédience politique. Depuis quelques années, nous l'avons remarqué, beaucoup de jeunes ont pu émerger dans tous les domaines. Que ce soit au niveau donc, de la gestion de l'État, dans l'administration publique, dans le gouvernement, au niveau du secteur privé, dans le domaine du sport, de la culture. Vous avez, depuis quelques années, grâce à la politique mise en place par le chef de l'État, énormément de jeunes qui commencent à émerger. Eh bien, je pense que c'est cette dynamique qui va se poursuivre et s'accentuer les 5 prochaines années. La transition générationnelle au niveau politique, au niveau des responsabilités, ça annonce donc que les jeunes prendront de plus en plus part au processus de développement de notre pays, mais au processus politique. Tout ce qu'on fait comme projet de développement doit reposer sur la jeunesse, doit reposer sur les femmes, qui sont, si vous voulez, les éléments essentiels d'une nation, parce que c'est les jeunes qui font l'avenir. Les femmes, elles sont au quotidien, au ménage, elles participent au développement, elles éduquent les enfants. Donc quand vous développez ou bien vous éduquez une femme, c'est toute une nation que vous avez éduquée. La cérémonie d'investiture a par ailleurs réuni 11 chefs d'État, venus tous témoigner leur soutien et souligner l'importance de cette transition dans la continuité de la stabilité ivoirienne. Avec cette prestation de serment, Alassane Ouattara entame officiellement son quinquennat 2025-2030, placé sous le signe de la consolidation des acquis et de nouvelles ambitions pour la Côte d'Ivoire. La main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée. Ce lundi 8 décembre 2025, son Excellence M. Alassane Ouattara a prêté serment pour un nouveau mandat de 5 ans conformément à l'article 58, alinéa 3 de la Constitution ivoirienne. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les droits et libertés
les citoyens de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Au palais de la présidence, à Abidjan, l'investiture se déroule en présence de plusieurs personnalités politiques et diplomatiques. À Gagnoa, à plus de 200 km de la capitale économique, l'annonce est suivie avec attention et avec des attentes bien précises. Cette jeunesse qui n'a pas de repères, elle se dit comment je fais pour avoir à manger. Elle se débrouille comme elle peut. Gagnoa a besoin d'avoir des entreprises, Gagnoa a besoin d'avoir des activités pour que les jeunes puissent travailler. C'est lui le garant de la nation. C'est lui qui peut dire faites ça à Gagnoa, ne faites pas ça à Gagnoa. On lui demande pardon, il n'a qu'à avoir pitié de nous, la population de Gagnoa. Tous les présidents qui ont passé, Gagnoa est resté derrière. On ne sait pas pourquoi. Chez les ménages, la préoccupation est tout autre. La flambée des prix des produits de première nécessité, un poids de plus en plus lourd au quotidien. Vraiment, ils n'ont qu'à sciencer. Ils vont reconstruire le marché des Gagnoa. Depuis ça a brûlé là, on n'a plus de marché encore. Donc ça fait que tous les rues même du marché là sont devenues marchés. Moi, je souhaite la paix. Surtout la paix, l'amour, l'attente dans ce pays pour que le pays avance. Côté nourriture, qu'on diminue les choses, les prix là. Au-delà des questions économiques, beaucoup réclament aussi des gestes forts pour apaiser le climat social. Développement, emploi, pouvoir d'achat, les priorités sont connues. À Gagnoa, les habitants attendent désormais des résultats. De l'opposition. Ils sont au total 12, 6 candidats titulaires et 6 suppléants à porter les couleurs de la liste de l'opposition, tous ensemble, coalition regroupant le FPI et le PDCI-RDA pour les législatives du 27 décembre prochain dans la commune d'Abobo. Ce dimanche, sur le terrain du complexe sportif universitaire Henriette Bédier, ces candidats ont procédé à la présentation officielle de leur candidature devant une population abobolaise sortie massivement pour les écouter. Nous sommes venus seulement vous présenter les candidats et vous demander de les soutenir dans le fond comme dans la forme et même en profondeur. Soutenez-les pour que le 27 décembre qui arrive, qu'on dise qu'Abobo a donné le coup d'envoi. Le 27 décembre qui arrive, qu'on dise qu'Abobo a donné le coup d'envoi. Je peux compter sur vous. Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que je peux compter sur vous? Cette candidature, placée sous le signe de l'union et de la solidarité, s'appuie selon eux sur plusieurs constats d'indifférence et de manque de considération à l'égard des habitants d'Abobo. Aujourd'hui, notre message essentiel, c'est d'informer la population que l'opposition a une liste à Abobo. Et l'opposition est représentée ici par le PDCI et le FPI avec une tête de liste qui est l'honorable Jean-François Koblavi Dibi. C'est lui qui conduit la liste de tous ensemble pour la Côte d'Ivoire et nous sommes venus donner l'information à la population, surtout d'Avocatier, et les prochains jours nous serons dans les autres quartiers pour leur délivrer ce même message. Mais en même temps, les inviter à sortir nombreux le 27 décembre pour marquer leur devoir citoyen. Pour la liste, tous ensemble, la prochaine étape sera l'ouverture officielle de la campagne électorale au cours de laquelle elle entend présenter en détail sa vision et sa mission pour le développement de la commune d'Abobo. À Gagnoa, la publication de la liste officielle des candidats du RHDP pour les législatives du 27 décembre n'a pas fait que des heureux. Certains cadres du parti, évincés de la liste, ont décidé de continuer l'aventure, mais en indépendant. C'est le cas de Charles Rabé, 5e vice-président du conseil régional du Go. Je suis candidat pour l'intérêt des populations et pour l'intérêt de mon parti. Nul ne peut mettre en doute, ne peut remettre en question ma loyauté à ce parti. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais je ne vais vraiment pas verser dans ce débat. Charles Rabé a choisi la candidature indépendante pour, dit-il, défendre au mieux les intérêts de ces populations. Je veux défendre les intérêts des populations de cette circonscription électorale au niveau de l'hémicycle. Pour tout dire, c'est l'intérêt des populations qui motive ma décision. Entre fidélité au parti et compréhension des frustrations, les avis ne sont toujours pas alignés. Vous avez candidaté et le parti ne vous a pas retenu. Je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de se plier
à la décision du parti. C'est de suivre les directives du parti. C'est vrai que ça fuse parce que quand on voit que vous avez mené des actions sur le terrain pendant plusieurs années et à la fin, on voit que votre candidature n'a pas été retenue. Vraiment, nous tous, on sait que ça fait mal. Mais au même moment, vous êtes dans un parti politique et ces partis politiques sont érigés par des lois. Et le bon sens voudra que quand on ne vous choisit pas, vous soutenez le candidat qui a été retenu par le parti. On ne peut pas parler de trahison. Pourquoi on ne peut pas parler de trahison? Vous savez, il y a des candidats qui sont quotidiennement en contact avec nos militants, les militants du RHDP. Peut-être que la direction n'a pas les bonnes informations. Sinon, pour quelqu'un qui est RHDP, pour aller en indépendant, il a cerné tous les contours avant de se projeter. Parce que je le dis pourquoi? Parce qu'il y a des candidats, des cadres du RHDP qui sont au quotidien avec les militants, qui entretiennent la base. Mais on ne peut pas se lever un matin et puis faire les choix depuis Abidjan. Et ça pousse les gens à aller en candidature indépendante. Entre loyauté, ambition, discipline et frustration, le RHDP traverse une période charnière. Et à mesure que le vote devient plus personnel, c'est peut-être tout le paysage politique ivoirien qui est en train de se redessiner à quelques semaines d'un scrutin décisif. Le PNUD et le Japon, à travers un projet univoire, ont organisé ce mardi 9 décembre 2025 au plateau une conférence sur la veille sécuritaire et le monitoring des droits de l'homme en période électorale. L'événement a également marqué le lancement de la campagne Génération Univoire, initiée avec le ministère de l'Intérieur et financée par le Japon. Dans la semaine prochaine, nous lancerons des missions de veille sécuritaire et de la protection des droits humains autour du scrutin législatif. Plus de 900 observateurs, des journalistes, moniteurs et les équipes de CPQS seront mobilisés pour assurer une vigilance renforcée. Le Japon a financé ce projet à hauteur de 612 millions de yens, soit environ 2,5 milliards de francs CFA. Ce soutien continu démontre la forte solidarité entre le Japon et le pays ami qu'est la Côte d'Ivoire, qui est déterminé à mener les élections de manière démocratique et apaisée. Pour le Conseil national des droits de l'homme et le gouvernement ivoirien, cet appui a été essentiel pour le système d'alerte précoce mis en place lors de l'élection présidentielle d'octobre 2025. À travers le projet Univoire, vous avez contribué de manière déterminante à renforcer notre action en matière de prévention des conflits, de cohésion et de promotion de la participation citoyenne, notamment celle des jeunes et des femmes. Votre appui n'est pas seulement technique et financier, il est avant tout la preuve d'une confiance renouvelée en la capacité de la Côte d'Ivoire à poursuivre son chemin vers une démocratie apaisée et inclusive. Ce projet marque une étape importante dans notre engagement commun pour la paix, la cohésion sociale et le renforcement de la gouvernance locale en Côte d'Ivoire. Grâce à cet accompagnement, le CNDH a pu déployer 800 observateurs sur la période de la mi-septembre à fin novembre 2025. Et ce travail se poursuit par les CRDH sur le terrain et le personnel à la centrale. Nous devons ensemble faire de ce processus un levier d'amélioration continue de nos politiques publiques et en un creuset de cohésion sociale. La rencontre s'est conclue par la remise symbolique de nouveaux équipements pour renforcer la surveillance électorale, soutenir les journalistes et appuyer la cellule genre du ministère de la Femme. Le Japon a aussi aidé à la construction de 3 centres de stockage de matériel électoral à travers le pays. Une initiative
qui vise avant tout à rendre les élections ivoiriennes plus sûres, plus inclusives et mieux préparées. La semaine dernière, un communiqué du district autonome d'Abidjan sur la mise en application de la décision du gouvernement d'interdire la circulation des tricycles et des motos sur 12 artères d'Abidjan a fait couler beaucoup d'encre. De nombreuses voix se sont levées pour exprimer leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Des heures après, la mesure a été suspendue par les autorités compétentes. Dans la ville d'Abidjan, les 12 voies qui avaient été interdites sont les plus empruntées par travailleurs, livreurs à moto pour rallier plusieurs communes de la capitale économique. La suspension de cette mesure est un véritable soulagement pour les livreurs qui ne gagnent leur vie que grâce à cette activité. Quand ils sont venus, quand ils ont dit qu'on a appris qu'ils ont suspendu, en tout cas, bon, on était un peu contents parce qu'on sait qu'on peut travailler pour avoir un peu pour pouvoir nourrir nos familles. Donc quand ils ont suspendu, sincèrement dit, moi j'étais content. Vu que maintenant ils ont essayé de revenir à l'état normal, bon, je pense bien que la paix vient dans le cœur de chacun. Hein. Même si ça va revenir, bon, ils n'ont qu'à essayer de revoir un peu parce que les boulevards là même ils n'ont qu'à arrêter parce que les boulevards même ça nous arrange pas. Le fait de passer dans les quartiers c'est pas facile. Ils n'ont qu'à totalement laisser les motos rouler. Ils peuvent le faire, mais c'est pas la solution d'interdire. Mais je préfère qu'ils prennent des décisions fermes, voilà, pour améliorer encore la chose. Nous, on ne souhaite pas que ça revienne. S'ils ont suspendu là, s'ils peuvent annuler même la décision, vraiment, c'est notre souhait. On ne souhaite pas que ça revienne encore parce que d'un côté et de l'autre côté, que ce soit les clients et les livreurs, les conducteurs de moto, ça ne va pas nous arranger. La livraison à moto est un moteur économique crucial à Abidjan, créant des emplois pour les jeunes, nous explique Locine Kofi Kouakou, journaliste économique. L'impact économique même, surtout pour les PME qui sont dans le domaine de la livraison. D'après les estimations, leur manque à gagner serait environ du tiers, voire de la moitié de leurs recettes journalières. Si par exemple le livreur il versait à son employeur 6 000 francs CFA par exemple en fin de journée par jour, avec l'impact de cette décision, on se retrouverait à verser, on va dire quoi, il va se retrouver à verser entre 4 500 et 3 500 par jour, voire 3 000 par jour. Mais si on veut chiffrer, c'est des centaines de millions de francs CFA. C'est difficile à chiffrer, mais environ c'est des centaines de millions de francs CFA qui seraient perdus dans l'économie. Cette décision du gouvernement a été prise depuis 2021 lors d'un conseil des ministres. Sa mise en application devrait tenir compte de certaines réalités. Ils ont suspendu parce qu'il y a une fronde des principaux acteurs du secteur. On ne va pas citer les grandes marques, même au niveau des PME, des transporteurs aussi qui ont quand même des lobbies, qui sont syndiqués, de l'association des professionnels du secteur, qui ont trouvé quand même la mesure brutale et qui ont mis en avant non seulement l'application de la mesure sans concertation et le manque à gagner. Donc ils sont à la recherche de discussions, de compromis, de concertation. C'est vrai qu'il y a des voies qui existent. On peut faire par exemple interdire à certaines heures, peut-être réfléchir à faire des voies de circulation dédiées sur les grandes artères pour ce genre d'engin. Mais n'empêche qu'il faut un cadre de concertation, d'où je reviens encore l'importance d'avoir une politique publique inclusive qui met tous les acteurs concernés en amont et en aval de la décision. À Abidjan, les accidents de moto sont un problème majeur avec une forte implication de deux roues dans un bilan des accidents de la circulation, causant des décès et des blessures graves en partie dues à l'incivisme routier, lié au non-port du casque, à l'excès de vitesse et au comportement imprudent. Des raisons qui pourront pousser les autorités compétentes à prendre des mesures pour sauver des vies et lutter contre le désordre urbain. Diakro, un village situé dans la périphérie de Yamoussoukro. Ici, les femmes commerçantes s'organisent et innovent pour améliorer leurs conditions de vie. Regroupées au sein d'une association dynamique, elles ont récemment lancé une nouvelle activité porteuse, la culture du champignon hors sol. C'est Madame Gueux qui en est l'initiatrice. De la culture à la cueillette, tout se déroule dans cette ferme. J'ai connu d'abord le docteur Amman. Il était l'un de nos partenaires, Amman. Donc il est venu présenter son projet.
Donc j'ai vu que c'était intéressant, j'ai vu que c'était bon. Vous voyez déjà qu'il y avait déjà des groupes de femmes. Donc j'ai dit pourquoi ne pas essayer les femmes. Donc c'est dans ça, je suis venue à le docteur, puis on a essayé de former les femmes. Et depuis ce jour, depuis l'année passée, on s'est lancé dans la culture de champignons. Généralement, les champignons poussent naturellement en saison, notamment sur les bois en décomposition. Mais ici, c'est tout le contraire. La pousse est provoquée avec des compositions naturelles. On dit les champignons d'habitude, on va ramasser au champ. Mais pourquoi maintenant faire la culture de champignons? Quand le docteur est venu nous former, il dit allez-y, enlevez champignons. Quand on est parti d'enlever champignons, on voit qu'au bout de champignons, il y a des coups de bois. C'est-à-dire que ça pousse sur les bois. Voici les composts que nous avons déjà. Nous prenons les sons de riz, coups de bois que nous mélangeons. Nous avons mélangé déjà, qui est déjà prêt. C'est farine basse et puis sucre de bois. Voilà, c'est ce que nous prenons. Maintenant, d'ici maintenant, on met dans des sachets. Il faut au moins 5 bons mois pour être sûr de la récolte. Le champignon est reconnu pour ses vertus thérapeutiques, ses propriétés antioxydantes et son apport en fibres, protéines et minéraux. Ça fait 45 jours. Le meilleur, chaque 4 jours, ça fait 45 jours. Ils ont 1 mois et demi. Lorsque nous finissons de mélanger, nous mettons dans les sachets. Vous allez voir les sachets tout à l'heure. Il y a des sachets par exemple comme ça. Des sachets comme ça. Lorsque nous finissons de mélanger, la toute de temps qui est là, on finit de mélanger, on met dans les sachets comme ça. C'est au sol, on met dans les sachets comme ça. On finit, on envoie dans la chambre de cubation où les sachets sont gardés pendant 2 mois. Et après les 2 mois, vous voyez que les sachets deviennent tout blancs. Pour améliorer leur productivité et assurer un approvisionnement régulier, les femmes ont entrepris des formations sur des techniques modernes. Agrandir cette coopérative ici à Yamoussoukro, nous organisons des formations. Le champignon est un aliment complet. En lui, il y a la vitamine B, en lui, il y a la protéine, en lui, il y a les antioxydants. En misant sur la culture du champignon, les femmes de Diakro ouvrent une nouvelle voie dans l'économie locale. Entre formation, innovation et solidarité, elles espèrent désormais faire de cette filière un véritable levier d'autonomisation. On va commencer comme d'habitude avec nos 3 gardiens. Alors il n'y a pas de surprise. On retrouve Yaya Fofana, Mohamed Koné et enfin Alban Lafont. Voilà les 3 gardiens qui seront avec nous pour aller défendre notre titre au Maroc. Et la suite ? Au niveau des défenseurs maintenant, Emmanuel Agbadou, Willy Boli, Ousmane Diomandé, Gela Doué, Ghislain Conan, Odilon Kosonou, Evan Ndika, Christopher Operi et Armel Zouri. Voilà pour les défenseurs. Ce qui nous amène maintenant au milieu de terrain. On aura Seko Fofana, Jean-Philippe Bamin, notre capitaine Franck Kessier, Inao Christ Oulay, Ibrahim Sangaré et un retour, celui de Jean-Michaël Seri. Voilà pour les milieux de terrain. Et on finit avec nos attaquants. Bayovakoun, Diakité Oumar, Ahmad Diallo, Yann Diomandé, Sébastien Haller, Jean-Philippe Crasso, Bazoumana Touré, et enfin notre dernier, un retour aussi, Wilfried Zaha. Voilà la liste des 26 joueurs qui iront défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Et on aura aussi
Aussi, comme la CAF nous autorise à aller jusqu'à 28 joueurs, 2 réservistes, qui sont Evan Guessant et Parfait Guiagon.